Bonsoir à tous. Nous vous espérons nombreux pour assister à cette 5e webconférence organisée par la Saphir. La conférence de ce soir est consacrée au réajustement réfractif après chirurgie oculaire. Et cette conférence est organisée avec le soutien des laboratoires Bausch & Lomb que nous remercions. Nous avons articulé la conférence de ce soir en 4 thèmes, qui sont les suivants. D'abord, les retouches cornéennes, pour qui ce thème sera traité par Béatrice Kochner. Le thème suivant, ce sera la retouche cornéenne, comment. François Malkache devait traiter ce sujet, mais il sera traité par Cathy Albouganem ce soir. Nous parlerons ensuite de la gestion de la presbytie après chirurgie cornéenne avec Pierre Lévy. Et enfin de la gestion de la presbytie après chirurgie intraoculaire avec Cathy Albouganem. Sans plus tarder, je passe la parole à Béatrice Kochner pour le premier thème, la retouche cornéenne, pour qui. Merci Arié, merci à tous de nous avoir rejoints. Alors c'est vrai qu'au temps de l'apéritif, parler déjà de la retouche après chirurgie réfractive signifie qu'il y a des situations où on peut améliorer nos résultats réfractifs. Alors, retouche cornéenne pour qui? Voilà mon chapitre. C'est un chapitre qui prétend atteindre ce fameux niveau de la perfection. Retouche de perfection qui signifie qu'on va venir s'ajouter un traitement réfractif antérieur, supposé imparfait. Imparfait pourquoi? Parce qu'il va persister une petite erreur réfractive, soit résultant d'une régression du résultat initial, soit plus volontiers survenue dans un décor de sous-correction d'une première chirurgie. Alors, après chirurgie réfractive signifie soit niveau cornéen, on pense au laser excimer sous la forme surface, sous la forme lasique, pourquoi pas également traitement d'un astigmatisme sur anneau, et nous avons la dimension intraoculaire, et pour celle-là, nous adressons bien sûr à l'implantation FAC, persistance par exemple d'un astigmatisme, ou pseudo-FAC, notamment dans le décor de la chirurgie de la cataracte, aujourd'hui à prétention réfractive. Alors, quand retoucher? Eh bien, ne retouchez pas trop tôt. Attendez la stabilisation du premier traitement, ce qui signifiera sûrement au moins 3 mois pour le LASIK et une implantation avec son incision, au moins 6 mois lorsque vous aborderez la surface oculaire, et en particulier dans le décor des anneaux également. Vous attendrez le processus de neuroadaptation qui fait que le niveau de corticalité va bien sûr être impliqué dans ce mécanisme d'adaptation à la nouvelle dimension réfractive induite par la première opération. Ce sera le cas par exemple d'une adaptation à une monovision, ce sera le cas également d'une adaptation après un plan multifocaux. Il ne faudra pas non plus aller trop profond, puisque nous sommes en cornée, nous devons respecter les critères de sécurité cornéenne en termes de régularité, d'épaisseur, de mécanique. Et donc, en particulier, si vous gérez une deuxième photoablation, redoublez de vigilance en matière de fragilité cornéenne. Là, vous allez augmenter ce risque. Et donc, vous allez en particulier vous focaliser sur symétrie cornéenne, épaisseur et mécanique de cette cornée une première fois traitée. Quel patient allez-vous retraiter? Eh bien, vous allez traiter lorsque la gêne est patente au quotidien, c'est-à-dire un patient qui se plaint pour de vrai, pour de bon, tout au long de sa vie, lorsqu'il existe une correction qui fait la différence significative, c'est-à-dire que ce patient doit venir à vous, vous mettez une lunette qui l'améliore, et vous allez ainsi être capable de faire la différence. Méfiez-vous du patient à la plainte purement fonctionnelle qui vient à vous uniquement en vous disant « j'ai bien le 10/10e, mais je me plains de halo et d'éblouissement » et à la meilleure acuité visuelle corrigée, peu améliorable, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de verre de lunettes qui optimise cette vision. Et toujours appliquer cette règle qui sera bénéfice du retraitement qui doit dépasser le risque de cette chirurgie. Alors qu'allez-vous dire au patient? Eh bien, dites-lui qu'il ne s'agira pas d'une baguette magique. Le bénéfice est plus subtil car le petit défaut que vous allez traiter est souvent moins important que le défaut initial, bien sûr. Le bénéfice sera souvent plus tardif car il s'agit d'un second geste, en particulier lorsque vous gérez l'astigmatisme. Le traitement sera volontiers plus douloureux, surtout si vous abordez une cornée alors qu'il s'agissait d'une implantation intraoculaire initiale qui ne lui avait laissé aucun souvenir de douleur. La perfection visuelle n'existe pas, les risques sont parfois supérieurs et en particulier lorsque vous traitez sur un œil vierge. La retouche, certes, est à évoquer dès avant une première opération comme complément possible. Se pose alors la question de la gratuité ou de la proposition d'un package avec un coût inférieur pour ce retraitement. Ça, c'est une affaire qu'il n'est pas négligeable d'évoquer encore une fois à l'heure de la première opération.
Quelle retouche cornéenne? Eh bien, vous allez pouvoir traiter en photoablation eximeur. Là, c'est le chapitre de François que nous embrassons ce soir qui ne peut pas être là, et ce sera Cathy qui va reprendre ce flambeau pour vous parler de cette photoablation eximeur. Elle pourra être de surface, volontiers associée à de la mitomycine, sur PRK, sur LASIK. Attention, cornée fine, parfois volée non visible, parfois erreur toute petite, qu'il conviendra peut-être de préférer aborder en surface. Il pourra également s'agir d'une PRK sur implant, le fameux bioptique des implants FAC ou le retraitement après implant intraoculaire du pseudo-FAC. Le LASIK, il faudra soulever son volet, respecter l'épithélium afin d'éviter de favoriser l'invasion épithéliale sous ce volet et découper sur LASIK ou sur PRK, et parfois on redécoupe sur un LASIK quand celui-ci est ancien et que le volet est peu visible. Alors je voulais, et nous nous étions arrangés avec François sur ce chapitre-là, vous évoquer une expérience personnelle de photoablation sur implantation multifocale avec une ambition de la personnaliser par abérométrie. Sachez qu'en premier lieu, nous abordons là le domaine de l'implantation multifocale qui, vous le savez aujourd'hui, est sûrement l'option favorite de la gestion de la presbytie. Et c'est vrai que dans ce domaine, quand une amétropie résiduelle persiste, vous limitez le résultat visuel et c'est une source d'insatisfaction de ce patient qui est venu enlever ses lunettes de loin comme de près. Alors il y a un intérêt de la retouche PRK, surtout pour astigmatisme résiduel, et c'était en particulier vrai avant l'avènement des multifocaux toriques, puisque la cause essentielle de retraitement était l'astigmatisme. Notre étude a porté sur 52 yeux, et vous voyez, cette indication était fondée sur une amétropie résiduelle dont le patient se plaignait pour de vrai. Et la population s'est répartie entre Technis, Restora, Acrylisa, il s'agissait tous de diffractifs. Et vous voyez que l'acuité visuelle sans correction se situe aux alentours de 5/10 avant ce retraitement, ce qui veut bien dire que nous étions dans une indication de retouche puisque le patient n'atteignait pas les métropies, le 8/10 qu'il visait, par Ino 2, que nous voulions prétendre lui donner. Alors, première remarque, pas de retouche avant 3 mois. La neuroadaptation, nous l'avons déjà souligné. Et pour notre série, essentiellement des PRK, parce que nous voulions éviter la mise en succion de cet œil déjà porteur d'un implant. Notez que conventionnel dans 28 cas. Pourquoi? Parce que soulignons qu'en multifocalité, l'abérométrie n'est pas toujours facile à obtenir. Il y a un problème de capture, il y a un problème de reproductibilité et un problème d'interprétation des images. Lorsque vous capturez, ce sera pour la distance de loin que vous aurez bel et bien cette interprétation des images. Nous avons quand même pu customiser dans 24 cas lorsque la réfraction manifeste était de façon tout à fait reproductible, superposable à celle qu'on obtenait en retouche wavefront. Et voyez les résultats, eh bien nous sommes passés donc à proche de 7/10 avec une sphère bien corrigée et un cylindre proche aussi du 0 de l'hémétropie. Donc cette retouche a permis de passer de 75% de patients sans lunettes à proche du 90%, 86% pour être plus précis. Et vous voyez, stabilité, notez au passage une optimisation progressive des résultats. Nous traitons un astigmatisme, dans les suites d'un implant multifocal, le résultat prendra du temps. Donc oui, 90% sans lunettes, vision intermédiaire seulement 70%, c'était une population de diffractifs, et c'est vrai que pour ces patients-là, la vision intermédiaire demeurait la limite, la demeure toujours, d'où l'intérêt d'ailleurs des trifocaux aujourd'hui sur le marché. Vision de près, 86% également, avec cette grande dépendance de l'éclairage qu'on connaît bien avec les multifocaux. Alors, l'abérométrie, quand elle est accessible, vous voyez, ça donne quelque chose également de très sympathique. On a bel et bien réduit coma et aberration sphérique. Donc, quand on le peut, eh bien, c'est bel et bien des bons résultats qui furent obtenus dans cette série-là. Donc, on note une décroissance des signes fonctionnels, une évolution dans le temps, et on note surtout que la PRK n'a pas aggravé ce que donnaient les multifocaux, pourvoyeurs bien sûr d'une petite décroissance des contrastes et de la qualité de vision. En conclusion, le retraitement réfractif, il améliore les performances visuelles, la satisfaction patient. La PRK, elle est sécurisée, elle est efficace, mais la récupération est différée. Et quand on peut faire custom, c'est uniquement lorsque la mesure de wavefront est reproductible et corrélée à ce moment-là à la réfraction automatisée. Alors, que pouvons-nous faire d'autre en termes de survol des retouches cornéennes? Vous avez les incisions relaxantes. Ces incisions relaxantes s'adressent uniquement aux astigmatismes résiduels, en particulier après implant. On les connaissait déjà sur la greffe. C'est vrai qu'on les rend moins fréquentes, ces incisions, depuis l'avènement des implants toriques.
Comment Couteau diamant et surtout aujourd'hui le femtoseconde. Il le propose en transépithélial et ça demeure une technique plus efficace qu'en intrastromal. Et vous voyez qu'on utilise pour ce faire le nomogramme de Hanna, comme on l'utilisait avec le couteau diamant, et que les incisions aujourd'hui se programment très aisément avec les femtosecondes. Possibilité également de retoucher avec les lenticules intracornéens. Je crois que là, ce chapitre est traité aussi par Cathy, donc je vous donnerai uniquement l'expérience que j'ai pu moi approcher avec un de ces lenticules qu'on appelle le View Plus. Ça se glisse ce petit lenticule sous un volet LASIK ou une poche tromale. Et là, puisqu'il s'agit de retouche cornéenne, l'ambition est de repasser sous un volet. Ce volet alors doit être au moins de 150 microns. Et si vous devez glisser le lenticule sur un volet conventionnel de femto, il vous faudra découper une poche ou un nouveau volet à 150 microns. Alors en la matière, c'est vrai que Cathy reviendra sur les 3 inlays qui sont disponibles et moi je vais me concentrer sur quelques diapositives avec le View Plus que je connais qui correspond à un lenticule changeant la sphéricité cornéenne, proposant en termes d'avantages une transparence et un matériau complètement proche du mimétisme du métabolisme cornéen en termes d'hydrophilie et de perméabilité. Et donc ce lenticule change la sphéricité et se place à 150 microns. Eh bien, il y a pour lui une série déjà disponible de ce qu'on appelle le concurrent LASIK. Il s'agit alors d'ajouter ce lenticule au décours d'un LASIK, soit demain dans le même temps, soit aujourd'hui à distance d'un LASIK. Et vous voyez, 41 hypermétropes ont été abordés sous cette forme, 22 myopes, et on a comparé avec ce LASIK bilatéral avec un inlay placé sur l'œil non dominant. Alors le résultat, je vous les survole à cette heure tardive pour simplement évoquer le fait qu'on obtient le résultat dès la première semaine, que ça a l'air stable dans le temps pour l'acuité de près, en œil traité et encore mieux bien sûr en binoculaire. C'est le cas de toutes les chirurgies de la presbytie d'aborder surtout le binoculaire. Et vous voyez, quand on interroge les gens en termes de qualité de vision pour les activités du quotidien, en leur disant si c'est super facile, donnez 2 points, avec difficulté 1 point et carrément incapable 0 point, et on chiffre ainsi pour chaque distance, quantifie ce bonheur patient, bien vous voyez que de près, on est content, on est surtout content dans la population des hypermétropes. Si vous parlez de la vision intermédiaire, on retourne ici à l'œil traité, de la même façon, résultat satisfaisant dès la première semaine, stable dans le temps, binoculaire encore mieux, et vous voyez que là, interrogé en termes de qualité de vie, eh bien le patient trouve tout à fait la capacité d'aller sur ces distances intermédiaires telles que la partition de musique ou l'écran d'ordinateur. La vision de près, de la même façon, vous allez améliorer plus encore de façon significative dans la population d'hypermétropes, bien sûr plus significative toujours en binoculaire, et là en termes de confort, eh bien, vous identifiez la capacité de ces patients à retrouver la vision de près avec un confort qui est plus facilement ressenti pour les hypermétropes. Voilà, donc satisfaction globale, bah ouais c'est bon pour la population surtout des hypermétropes. Enfin, vous avez, et je rassure Cathy qui regarde sa montre, c'est mon avant-dernière diapositive, la retouche cornéenne avec les segments intrastromaux. Il ne faut pas les négliger. Ces segments intrastromaux qui viendront faire ce qu'on appellera de la cornéoplastie. Un LASIK qui régresse, une PRK qui régresse et qui vous laisse en place qu'une cornée fine et pourtant une petite myopie qu'on veut traiter, eh bien, laissez une place aux Intacs non ESCA à but traitement de myopie. De la même façon que lorsque vous avez une cornée dont la symétrie s'altère avec le temps, qui laisse une évolution plus ou moins ectasiante, en tous les cas place cette cornée dans une situation à risque, eh bien vous traiterez volontiers son astigmatisme avec des anneaux de type ESCA ou bien de type Ferrara-ring ou Kera-ring, avec un impact sur l'astigmatisme tout à fait significatif et surtout des nomogrammes aujourd'hui tout à fait prédictibles. Donc au total, la retouche cornéenne, elle élève définitivement l'ambition du traitement réfractif en apportant cette retouche de perfection. La première place est donnée à la photoablation et il y a un avènement des custom traitements guidés par topographie ou par wavefront. N'oubliez pas qu'elle est envisageable uniquement si le patient est bien sélectionné avec une indication fondée sur un vrai besoin, une gêne et des attentes raisonnables de sa part, et que pour toucher une cornée, la cornée doit pouvoir encaisser ce traitement en termes de régularité, de symétrie, d'épaisseur et de résistance. Et je pense que ce chapitre va bien être étoffé par Cathy, qui prendra le nom ce soir de François. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci Béatrice. On va donc passer à la retouche cornéenne. Comment?
Oui, c'est vrai que j'avais là. J'en profite pour inviter tous ceux qui assistent à cette conférence à nous envoyer des questions. La webconf est faite pour ça. Posez-nous toutes les questions qui peuvent vous venir à l'esprit. Les experts sont là pour y répondre ce soir. Merci Arié. Je vais donc remplacer François Malcaz qui malheureusement n'a pas pu venir et à qui nous pensons donc ce soir. Donc la retouche cornéenne, comment? Donc bien évidemment, on a parlé de l'optimisation de la métropie résiduelle qui peut être nécessaire après un LASIK ou après une PKR. Après un LASIK, ça peut être une régression qui survient plusieurs mois après la chirurgie ou dans le cadre d'une sous- ou surcorrection qui survient alors dans les premières semaines après l'intervention. Dans le cadre de la régression, donc plusieurs mois, il faut bien évidemment redouter et éliminer une ectasie débutante. Pour ce faire, on va être aidé par la topographie, qui dans certains cas est absolument évidente, et par la symptomatologie. Ça peut être une régression myopique, une apparition d'un astigmatisme plusieurs mois après la chirurgie. Parfois, le diagnostic est plus difficile. On s'aidera de l'étude de la face postérieure de la cornée qui permet de visualiser le bombement postérieur qui serait le premier stade de l'ectasie. Les études de l'ORB-scan ont cependant détecté un chiffre antérieur de la surface postérieure qui surviendrait à peu près, on retrouverait à peu près dans 40% des cas. Par contre, on l'a rarement retrouvé avec le pentacam, sauf sur une étude extrêmement récente qui a montré qu'on pouvait détecter des petites modifications de la face postérieure de la cornée, également avec le pentacam. Dans ces cas, bien évidemment, c'est l'évolution de la réfraction et la surveillance topographique qui permettra de diagnostiquer les ectasies. Après LASIK, en cas de régression, deux possibilités thérapeutiques. Un LASIK après LASIK. Faut-il soulever le capot? Faut-il faire une nouvelle découpe? On le verra. Ou une photoablation de surface après un LASIK. Le choix de la technique va dépendre de l'anatomie de la cornée, en particulier du mur résiduel postérieur. Il faut donc estimer ce mur postérieur et déduire la photoablation laser que l'on devra ajouter à celle qui a déjà été réalisée. Vous avez ici schématiquement donc l'épaisseur du volet qui est schématisée, l'ablation à laquelle on ajoute l'ablation du laser pour mesurer le stroma résiduel qui doit être au minimum 280 à 300 microns d'épaisseur. L'OCT, bien évidemment, est dans ces cas indispensable et nous permet d'évaluer très précisément le volet et les murs résiduels postérieurs, comme vous le voyez ici sur ces deux images. La reprise, comment? Bien évidemment, en cas d'épaisseur du mur postérieur suffisant, donc 280 à 300 microns, soit ressoulever la première découpe. On sait que le risque d'invasion épithéliale est accru à ce moment-là, soit réaliser une nouvelle découpe. On s'expose à ce moment à un risque de millefeuille. On a d'autres possibilités. Si le mur postérieur n'est pas suffisant, redécouper dans le capot initial, ce qui semblerait être une technique tout à fait intéressante. Une photoablation de surface, une PKR intraépithéliale, mettre des anneaux cornéens ou faire une photoablation de la face interne du volet. La technique de choix reste le soulèvement du volet. Elle est toujours possible, très délicatement, même plusieurs années après, mais le risque d'invasion épithéliale augmente. Il faut être très méticuleux à ce moment-là au niveau de la découpe du volet, du bord du volet, et pour traumatiser le moins possible l'épithélium pour éliminer ce risque d'invasion. Éventuellement, ajouter de la mitomycine serait une technique qui permettrait de réduire ce risque. Redécouper dans l'épaisseur du volet, c'est une technique qui est préconisée par de nombreux auteurs, mais il faut faire attention aux millefeuilles. Il est très important à ce moment-là de vérifier l'épaisseur du capot. C'est vrai que les reprises sur des anciens LASIK qui avaient été faits avec des microkératomes, qui nous permettaient d'avoir des volets de 180 microns, est une technique qui peut être intéressante avec nos découpes femtosecondes qui sont d'une épaisseur environ 100 microns. On est alors très à distance du capot initial. Ce capot se fait, cette deuxième découpe se fait dans l'épaisseur du capot, comme vous avez le trait violet ici. Vous avez ensuite votre photoablation qui se fait dans l'épaisseur du volet et vous ne touchez pas au lit stromal.
La photoablation de surface avait autrefois une mauvaise réputation à cause du risque qu'il entraînait, mais des publications récentes ont prouvé que cette technique pouvait être proposée, donc en reprise de l'ASIC insuffisant, que le haze serait modéré, mais surtout si on ajoute de la mitomycine. Cependant, une dernière publication montre le contraire. Donc attention à ces photoablations de surface après l'ASIC. Il faut être dans tous les cas prudent. La photoablation intraépithéliale a également été proposée de manière anecdotique. On s'est aperçu en effet que dans certains LASIK, la régression était liée à une augmentation de l'épaisseur de l'épithélium et certains auteurs ont proposé de faire une photoablation d'environ une vingtaine de microns pour permettre d'obtenir des corrections réfractives qui étaient de très faible importance, mais ça pouvait être une chirurgie intéressante dans ces cas. Malheureusement, à distance, la régression survient à nouveau. Quant aux anneaux cornéens, ça reste évidemment une indication encore très limitée. Ces anneaux peuvent être placés dans le stroma postérieur. L'intérêt du femtoseconde n'est plus à démontrer. La prédictivité, cependant, serait moins bonne que si vous reprenez avec un traitement en laser eximeur. Enfin, il a également été proposé une photoablation de la face interne du capot, comme vous avez schématiquement ici. Simplement, attention, il faut faire des photoablations en miroir, qui ne sont pas toujours faciles à réaliser. Quoi qu'il en soit, lorsque vous avez une régression après l'ASIC, si vous faites un nouveau traitement laser, faites bien évidemment très attention au centrage. Un centrage le centrage de la nouvelle photoablation doit être exactement superposé à celui que vous avez fait sur la première. Si vous avez centré au centre de la pupille, vous faites de même pour le deuxième traitement. Si vous avez centré sur l'axe visuel, vous faites la même chose pour la reprise. En cas de sous- ou surcorrection, c'est-à-dire une régression qui survient dans les premières semaines, quand retraiter? C'est vrai qu'il y a quelques années, on recommandait d'attendre plusieurs mois. Après la consultation du 3e mois, on faisait un bilan réfractif et on proposait une éventuelle retouche. À l'heure actuelle, nos logiciels ont des profils qui sont stables très rapidement et on peut éventuellement proposer une retouche après le 1er mois. Par quelle technique? Un LASIK après LASIK, on soulève le volet, ou une photoablation de surface après LASIK, on a détaillé tout ça précédemment. Et bien évidemment, là encore, le centrage est primordial. À l'heure actuelle, on a de moins en moins de traitements de régression avec nos profils actuels. En effet, nos lasers sont maintenant extrêmement performants et on se rapproche bien évidemment de l'hémétropie. Mais nos patients sont de plus en plus exigeants et il nous arrive de faire des reprises sur des petites sous-corrections ou surcorrections à plus ou moins 0,50. Vous avez ici le cas d'un patient qui avait été corrigé d'une manière erronée et avec une optation d'un traitement myopique au lieu d'un traitement hypermétropique et qui a été repris, comme vous le voyez sur la diapositive de droite, avec une acuité visuelle à 10 dixièmes après la retouche. En cas de reprise après presbylasique, ça peut être une insuffisance de correction sur l'œil dominant, donc la vision de loin. Là, on se retrouve dans le cas précédent d'une retouche sur un LASIK classique. Ou ça peut être une correction sur la vision de près de l'œil dominé. Vous avez alors deux possibilités. Soit vous majorez la myopisation de l'œil dominé, soit vous majorez le profil asphérique sur l'œil dominé, c'est-à-dire que vous allez augmenter la sphéricité pour augmenter la profondeur de champ. Le choix se fait sur la correction additionnelle de près nécessaire. Vous avez alors intérêt à faire une aberrométrie qui est au mieux dynamique pour analyser les aberrations optiques que vous avez obtenues et pouvoir analyser celles que vous obtiendrez après la retouche. Après PKR, là aussi, ça peut être une régression ou une sous-correction ou un astigmatisme induit après une PKR. Nous allons le voir par des exemples. En cas de régression ou de sous-correction, plusieurs causes, l'ectasie qui est quand même exceptionnelle après PKL, on le sait, une progression de la myopie, à ne pas négliger, un épaississement de l'épithélium, on l'a vu tout à l'heure, ou un épaississement stromal. Deux options, une PKR après PKR ou un LASIK après PKR. En général, le réajustement réfractif est de faible importance et on préconise de recommencer un nouvel traitement en surface. Quand?
jamais avant 6 mois après le traitement initial. Par quelle technique? Le problème essentiel, c'est mytho, pas mytho. On sait que le risque de Haze est accru, donc un traitement par mitomycine serait efficace dans la prévention du Haze lors d'un premier traitement, mais le serait moins lors d'un traitement secondaire. En plus, la mitomycine n'est pas dénuée de risques, on le sait, mais une nouvelle publication a montré que diminuer la dose et diminuer la durée d'application auraient la même efficacité et pourraient être une voie de recherche. La deuxième option, le LASIK après PKR, en cas de régression ou de sous-correction, quand, bien évidemment, Béatrice a insisté là-dessus, quand le confort du patient est insuffisant et que la demande est importante, et lorsqu'il existe une surcorrection hypermétropique. Le risque de Haze est identique car la basale a déjà été photoablatée. Attention, faites attention de faire une découpe épaisse pour ne pas vous retrouver dans le lit de la photoablation. Lorsque vous avez un astigmatisme induit après PKR, il faut bien évidemment s'assurer de l'absence d'ectasie là aussi. Cette asymétrie peut être également secondaire à un Haze asymétrique. Vous avez ici un traitement qui a été parfaitement réalisé avec une acuité visuelle à 10 dixièmes sur une myopie moyenne, environ 4 dioptries. À 1 mois, le traitement est absolument parfait. Et vous voyez ici, dans la partie supérieure de la cornée, un Haze qui induit un astigmatisme d'apparition à 1 an post-opératoire. Avec, en topographie, la visualisation parfaite de cette asymétrie de l'astigmatisme en regard exactement du Haze que l'on a décelé sur les cornées. La prise en charge est alors délicate. Refaire une PTK, un topoling, quelle réfraction programmée, appliquer de la mitomycine, car le risque de Haze est important. C'est des traitements qui sont extrêmement délicats et qui doivent être repris avec beaucoup de précautions. En conclusion, la retouche cornéenne, elle diminue bien évidemment avec l'expérience et les raffinements technologiques. Elle augmente, comme on l'a vu, avec l'exigence des patients et avec la complexité des cas initiaux. Et elle doit être proposée si l'insatisfaction est grande et si l'objectif est réaliste. Je vous remercie. On va peut-être regrouper les questions pour après. Merci Cathy. Donc la parole va être à Pierre Lévy pour un problème qui se pose de plus en plus souvent dans nos consultations de chirurgie réfractive, puisque le LASIK a 20 ans, la PKR est encore plus ancienne, la KR encore plus ancienne, et on voit arriver des patients qui demandent un deuxième passage parce qu'ils ont été très contents de leur chirurgie de myopie, mais ils deviennent presbytes. Alors que faire, Pierre? Merci Arié. La question est difficile. Je vais essayer de la présenter clairement. Donc la chirurgie de la presbytie, bien sûr, sur un œil vierge, est un sujet qui reste tout à fait sensible dans notre pratique quotidienne. Mais que dire alors de la chirurgie de la presbytie sur un œil déjà opéré de chirurgie réfractive, qui reste pour nous tous un challenge, qui va imposer une évaluation drastique et une extrême prudence. Le problème, comme l'a dit Arié, va nous concerner de plus en plus, car le développement de la chirurgie réfractive date des années 90. Nos patients qu'on a opérés dans les années 90 ont maintenant 45-50 ans. Et puis le profil des patients est particulier, car il y a une mauvaise acceptation des moyens optiques. Ils se sont déjà fait opérer pour ne plus porter de lunettes. Souvent, ils se sont fait opérer parce qu'ils étaient intolérants aux lentilles. Et enfin, la demande de solutions chirurgicales est plus facile chez eux. Ils ont moins d'appréhension, ils y sont déjà passés. Donc, ils sont assez demandeurs d'une solution chirurgicale. Alors, les moyens, quels sont-ils? On va passer très rapidement sur les moyens optiques. On l'a dit, ils sont peu plébiscités par les patients déjà opérés. Par contre, pour nous, ils représentent une solution qui est moins risquée et un éventuel moyen de simulation. La monovision, par exemple, sera très bien simulée avec une lentille. Ça peut nous rendre énormément de services. Les moyens chirurgicaux. Tout est affaire de cas particuliers. Mais quelle que soit la technique proposée, certaines recommandations communes sont nécessaires. Il faut bien sûr analyser tous les dossiers au cas par cas. Il n'y a pas de règle générale à donner. Il faut être extrêmement prudent, à la fois dans l'indication et dans le choix de la technique. On n'est pas, comme Béatrice le disait tout à l'heure, dans la recherche de la perfection. Quand on fait une retouche, par exemple, chez un patient qui a une myopie, qui a régressé, un LASIK qui a régressé, où on est à la recherche de la perfection. Ici, on est plus dans la recherche du compromis. Il faut donc être extrêmement prudent. Il faut analyser les attentes des patients et les mettre, à mon sens, immédiatement sur la voie du compromis optique.
prévenir d'une précision relative et d'un besoin éventuel d'ajustement après cette chirurgie de presbytie. Et enfin, privilégier les solutions chirurgicales qui seront facilement ajustables, voire même réversibles, du fait du manque de précision potentielle. Alors, avant de dire quels moyens chirurgicaux, il faut connaître les complications potentielles de ces moyens chirurgicaux qu'on a à notre disposition. Alors, on a déjà évoqué le sujet tout à l'heure, la PKR après chirurgie cornéenne expose au risque de haze et de régression. La mitomycine nous rend des services, mais malheureusement, comme vous le savez peut-être, actuellement, on ne la trouve plus en officine, elle est réservée aux établissements de soins et on a énormément de problèmes à ce niveau-là. Resoulever un capot ancien, ça expose au risque d'invasion épithéliale. Selon les publications, les chiffres vont de 2 à 45% d'invasion épithéliale. On sait qu'ils sont plus fréquents quand il y a eu une découpe mécanique, dans les cas des hypermétropies du fait de la taille des capots, et bien sûr quand il y a des problèmes de dystrophie épithéliale. Redécouper un ancien LASIK, c'est possible, mais ça va nécessiter de connaître exactement la profondeur du capot initial, et pour ça, il faut utiliser des OCT du segment antérieur, car on l'a dit, le risque de millefeuille existe. Faire un LASIK femtoseconde sur une ancienne PKR, c'est possible, mais ça expose à des complications qui sont liées à la diffusion verticale des bulles de gaz par absence de membrane de Bowman. C'est ce qu'on appelle le vertical breakthrough, qui n'est pas rare, qui en soi n'est pas grave si on le reconnaît pendant la découpe, puisque dans ces cas-là, il faut arrêter la procédure et éventuellement repartir sur quelque chose d'autre plus tard. Le risque, c'est de ne pas s'en apercevoir, de vouloir quand même traiter le patient et d'essayer de soulever le volet et en fait d'entraîner ce qu'on appelle un pseudo-buttonhole. Donc il y a un passage des bulles de gaz en avant. Elles ne sont pas efficaces, il n'y a pas eu de découpe, et donc on a des ponts, voire même une absence de découpe complète. Quelles sont les complications potentielles après kératotomie radiaire? Là, il y a beaucoup de publications, et en fait, on s'aperçoit sur les publications modernes qu'il y a assez peu de différences significatives en termes de sûreté et d'efficacité entre une découpe mécanique et une découpe femto. Il y a sur la gauche une publication sortie en 2007, et à droite un papier sorti à l'ESCRS en 2012, qui montre que le femtoseconde peut être une bonne technique. Alors, découper un capot sur une ancienne KR, c'est possible, mais ça n'est vraiment pas dénué de risques. Plus le nombre d'incisions est important et plus les risques vont être importants, que ce soit une découpe mécanique ou une découpe par femtoseconde. En découpe mécanique, du fait de l'aplatissement important au niveau d'une zone optique très petite, on a un risque de free cap et de très petites découpes qui liées donc à la cornée plate. Et en femtoseconde, on retrouve ce problème de vertical breakthrough à travers les incisions, d'où une difficulté majeure de dissection du capot, de risque de réouverture des incisions. Donc certains laboratoires ne le recommandent pas du tout, d'autres préconisent éventuellement de refaire des découpes plus profondes, mais en tout état de cause, redécouper une ancienne KR n'est pas un acte anodin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que c'est un acte qui n'est pas anodin. La chirurgie du cristallin clair, vous la connaissez, les complications potentielles. On est dans une chirurgie intraoculaire, c'est donc plus invasif, risque de commande rétine, d'endophthalmie, jamais avant 55 ans et bien plus tard chez le myope, du fait des risques des commandes rétine. Et enfin, les risques des implants FAC, les pertes endothéliales avec l'artisan, les cataractes avec l'ICL qui sont devenus très rares. Enfin, il n'y a quasiment aucune endophthalmie décrite dans la littérature après mise en place d'implants FAC. Alors, quels sont les principes optiques pour traiter nos presbyties chez les patients déjà opérés? Il y a la restitution de l'accommodation et la compensation de l'accommodation. En ce qui concerne la restitution de l'accommodation, certes c'est l'idéal, mais aujourd'hui nous sommes assez démunis puisque les techniques sclérales sont abandonnées, les implants accommodatifs n'ont pas vraiment fait la preuve de leur efficacité, et la lenticuloplastie au laser femtoseconde est encore une voie de recherche. La compensation de la perte de l'accommodation, nous avons là par contre de nombreux moyens. La monovision et la micromonovision, la PRK, le LASIK, associés à des traitements spécifiques de la presbytie avec des logiciels de LBV de supracorps, les inlays, les implants FAC, l'extraction du cristallin clair avec l'implant monofocal plus ou moins photoajustable, la multifocalité qui peut être cornéenne, le presbylasique qui sera quasiment toujours associé à une dose de monovision avec les logiciels de supracorps de Bochelon BF4 de chez Wavelight, et la multifocalité cristallinienne avec les implants multifocaux et les implants, encore une fois, photoajustables qui permettent de faire aussi des implants multifocaux, mais avec le mode photoajustable.
Alors, comment va se dérouler une consultation? Le bilan réalisé devra répondre à 2 questions. Peut-on proposer une chirurgie de la presbytie? Et si oui, quelle est la technique la plus sûre et si possible la plus adaptable, voire la plus réversible? L'interrogatoire doit cerner les attentes du patient, sonder le niveau de compromis acceptable par le patient, connaître les antécédents de la chirurgie réfractive avec la métropie de départ et la kératométrie initiale. Il ne faut pas hésiter à rechercher le dossier si possible. Connaître la technique utilisée, savoir quel était le résultat initial après chirurgie réfractive et l'évolution dans le temps après la chirurgie réfractive. Le bilan clinique est évidemment un bilan réfractif. Quelle est la réfraction actuelle du patient œil par œil? Il faut évaluer son degré de presbytie et aussi sa réserve accommodative. Et on va essayer de quantifier la pseudo-accommodation qui sera liée à la chirurgie réfractive initiale, qui sera liée à l'induction des aberrations sphériques. Connaître la dominance de l'œil. Enfin, l'examen clinique de la cornée, sa transparence, la régularité et la taille et le centrage d'un éventuel capot de LASIK, c'est très important avant de se relancer dans un traitement, par exemple, myopisant, c'est-à-dire un traitement hypermétropique. Très important de voir si on aura la place de placer ce traitement et si la découpe a été centrée. Il faudra connaître la transparence des milieux, notamment le cristallin. S'il y a un début de cataracte, on s'orientera peut-être plus vers une chirurgie du cristallin, et enfin un bilan maculaire et de la périphérie rétinienne. La topographie nous renseigne sur le traitement précédent, myopique ou hypermétropique. Parfois, les patients ne le savent pas. La taille de la zone optique, le centrage de la zone optique, la régularité du traitement et un éventuel astigmatisme régulier ou irrégulier associé, et c'est un point important. L'évaluation de l'angle kappa, qui lui aussi est quelque chose d'important dans la chirurgie de la presbytie. Et enfin, l'évaluation de la kératométrie. La bérométrie est importante, totale, mais surtout cornéenne. Ce sont des logiciels particuliers qui sont dédiés en général à un topographe, qui permettent de soustraire en fonction de la topographie les aberrations optiques d'ordre élevé d'origine cornéenne. Elles jouent un rôle dans la pseudo-accommodation, bien sûr le coma et l'aberration sphérique. Enfin, l'OCT du segment antérieur, en cas de LASIK, va permettre de voir le mur résiduel postérieur. La pachymétrie, méfiez-vous des chiffres que peuvent donner leurs scans. Ils sont toujours faux après une chirurgie réfractive cornéenne. Et il faut utiliser soit le pentacam, soit les ultrasons. Et enfin, la pupillométrie, je pense qu'il faut se méfier des très petites pupilles, des très grandes pupilles, qui sont une source de mauvaise vision après ce type de chirurgie. À l'issue de ce bilan, soit le patient est non opérable, ou en tout cas les risques sont trop importants par rapport aux bénéfices et on s'orientera vers des moyens optiques, soit le patient semble opérable, et dans ce cas-là, on va choisir la technique chirurgicale la plus adaptée, privilégier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la réversibilité et la possibilité d'une retouche en cas d'imprécision. Alors, le choix de la technique chirurgicale, la monovision, c'est certainement la plus pratique et facile à mettre en œuvre. Elle est facilement simulable au préalable par des lentilles, et c'est intéressant de pouvoir simuler un résultat dans ce contexte. Et elle est potentialisée par les aberrations sphériques résultant de la chirurgie réfractive antérieure, chez le myope, mais surtout chez l'hypermétrope. Alors, on aura la possibilité de myopiser l'œil dominé, et éventuellement, dans ce cas-là, bien évidemment, en cas de monovision, il faut que l'œil dominant ait une vision parfaite. Donc, il y aura souvent une retouche aussi sur l'œil dominant qu'il faudra hymétropiser. Et si par exemple on a un patient qui a une myopie résiduelle, une régression d'un traitement myopique et qu'il se retrouve myope, on aura la possibilité d'émétropiser simplement l'œil dominant et de laisser l'œil dominé à -1,50 qui traitera donc le problème à la fois de la vision de loin et de la presbytie. Alors le laser excimer, on l'a dit tout à l'heure, risque de haze avec la pécaire. Le LASIK, après une ancienne pécaire, il y a des risques de complications avec le femtoseconde, qui sont donc le vertical breakthrough. Et si on fait une découpe femtoseconde, il faut la faire plutôt épaisse pour être à distance de la membrane de Bowman. Après un ancien LASIK, on peut ressoulever le flap, comme on l'a dit. C'est très souvent possible, mais on a un risque d'invasion épithéliale. Faire éventuellement, c'est une technique qui est intéressante, ce qu'on appelle la technique du side cut only, où on refait un side cut à l'intérieur de la découpe initiale, donc plus petite et plus profonde de 10 microns, et on essaie de retrouver le lis stromal de la première découpe, qui est une technique qui est intéressante et qui expose peut-être à moins de complications. Refaire un nouveau flap, il faut se tenir à distance du premier capot, 30 à 40 microns, soit en dessous, soit au-dessus, et si possible découper plus largement que le capot primitif. Ça permet d'aborder directement le bon capot et de ne pas être dans le premier lit de la première découpe. L'intérêt du supracorps et du LBV qui associent une monovision et qui vont modifier la sphéricité. Le laser femtoseconde, l'intracorps, jamais après LASIK, éventuellement après une PRK, à condition que le patient soit hémétrope ou avec une petite hypermétropie résiduelle. L'implant FAC, il présente le gros avantage de sa réversibilité. Les inlays, ils sont aussi réversibles.
On peut traiter une amétropie associée, mais par contre, il faut faire, comme l'a dit Béatrice, un flap profond qui peut aller jusqu'à 200 microns selon les types d'inlay qu'on va utiliser. La focomultification avec l'ablation du cristallin clair et l'implant monofocal myopisant, c'est invasif parce que c'est une chirurgie. Il y a le problème, une chirurgie intraoculaire, pardon, se pose le problème de la précision du calcul de la puissance de l'implant, dont parlera tout à l'heure Cathy. Et je pense que l'intérêt de l'implant photoajustable est vraiment important dans ce type d'indication, bien que ce soit une technique qui soit relativement peu développée encore. Je vous ai montré quelques exemples pratiques d'une patiente que j'avais opérée d'hypermétropie en 2004, qui avait à l'époque plus 1,50 à droite et plus 3,25 à gauche, qui a régressé. En 2010, elle vient me revoir pour une chirurgie de presbytie. Elle avait 9 dixièmes P6 en vision binoculaire. L'œil dominant était à 0,50 avec 9 dixièmes P6 sans correction, et l'œil dominé avait régressé. On était passé d'une correction d'une plus 3,25 à plus 1,50. Elle avait 6 dixièmes P10 sans correction. J'ai réalisé une reprise de son capot, j'ai relifté le capot, un retraitement hypermétropique qu'on voit bien sur la diapositive de gauche. Et vous voyez sur la partie droite qu'on lui a induit une myopie d'environ moins 1 en équivalent sphérique, moins 1,25, moins 1,50, ce qui, associé aux aberrations sphériques, a entraîné une vision qui était tout à fait correcte à 9 dixièmes P3. Un autre exemple d'une patiente qui était venue me voir et qui avait été opérée d'une kératotomie radiaire de très nombreuses années au préalable. On retrouve bien la zone optique petite de la kératotomie radiaire et malheureusement souvent un décentrement. Là, personnellement, j'ai décidé de lui mettre un implant factorique car personnellement, j'ai eu des complications sur les découpes, qu'elles soient mécaniques ou femtosecondes, et je trouve que l'implant fac est une bonne indication car c'est une technique qui est extrêmement sûre et qui est parfaitement simulable au préalable par une lentille. Donc cette patiente, vous voyez sur la partie inférieure gauche, a eu un résultat réfractif intéressant puisqu'elle était à moins 1,75 en post-opératoire, ce qui lui a permis de récupérer une très bonne vision de près. Rapidement, la multifocalité, cornéenne par presbylasique, elle est plus aléatoire, plus risquée. On l'a fait sur l'œil dominé. Attention aux zones optiques petites, surtout si un ancien traitement hypermétropique. Vous savez que les traitements hypermétropiques anciens avaient des zones optiques qui étaient assez petites et qui régressaient souvent. Attention aux kératométries plates ou cambrées, très plates ou très cambrées. Attention à l'aberration sphérique préopératoire. Si elle est déjà élevée, c'est un gage de mauvaise qualité visuelle qui va souvent s'associer au problème à la majoration du fait du presbylasique. Et enfin, sachez qu'on va souvent associer une dose de monovision. Je vous présente ici un cas que m'a gentiment donné Dominique Pietrini et Tony Getch. C'est le cas d'un homme de 63 ans qui a eu une reprise de supracor. Voici son état initial. C'est un patient myope, moins 3,50 sur l'œil droit, moins 2,50 avec un astigmatisme d'environ moins 2 sur les deux yeux. Il a été opéré de LASIK. Quelques années, 8 ans après, c'est un patient qui avait 10 dixièmes P5, avec un œil droit qui était à moins 0,75 et un œil gauche qui était parfaitement hémétrope. Et il a été réalisé donc un traitement de supracor avec une réfraction post-opératoire de moins 1,75. Donc encore une fois, l'effet monovision, l'effet bascule joue de façon importante. Donc ce patient a récupéré une acuité visuelle binoculaire à 10 dixièmes P2 sans correction. Donc c'est un résultat intéressant. Pour terminer, l'ablation du cristallin clair avec l'implant multifocal. Unilatéral, pourquoi pas. Le plus souvent bilatéral. Attention aux petites zones optiques. Attention aux HOA importantes, car altération de la qualité de la vision avec l'implant multifocal qui vont s'ajouter à ces aberrations optiques cornéennes. Attention aux implants asphériques après chirurgie de l'hypermétropie, car on va associer les aberrations sphériques négatives du traitement de l'hypermétropie à celle de l'implant. Attention au calcul de la puissance et intérêt des implants photoajustables. Un petit exemple d'un patient que j'avais traité, qui avait eu un LASIK hypermétropique, qui avait complètement régressé, qui avait plus de 25 d'hypermétropie résiduelle, que j'ai opéré avec un implant monofocal d'un côté, car l'autre œil était pratiquement hémétrope, et elle a récupéré, vous voyez en bas, une acuité visuelle qui était un équivalent sphérique à plus 0,25 et une acuité visuelle à 10 dixièmes P3 et un excellent résultat. En conclusion, il n'y a pas de règle générale, mais une analyse au cas par cas. Les outils récents nous permettent de proposer de plus en plus de possibilités à nos patients déjà opérés. Prudence dans l'indication et dans le choix de la technique. Information du patient sur la notion de compromis visuel, d'imprécision relative et du risque de retouche. Et choix de la technique qui doit tenir compte de plusieurs paramètres, notamment la moindre prise de risque
et penser à se garder la possibilité de faire encore une autre touche en cas de résultat non optimal. Donc c'est très important, surtout quand on fait des LASIK, de bien calculer ça au niveau du mur postérieur. Et enfin, l'incidence financière qui est liée aux retouches plus fréquentes à prendre en compte pour nos centres de chirurgie réfractive. Je vous remercie. Merci Pierre. Donc, voilà, on va parler maintenant dans la dernière partie de la chirurgie de la presbytie après chirurgie intraoculaire. Donc vous avez opéré votre patient d'un cristallin ou éventuellement d'un implant FAC, mais c'est des cas qui sont quand même relativement moins fréquents, et le patient désire se faire opérer de la presbytie. On sait que maintenant la chirurgie de la cataracte, c'est une chirurgie réfractive, et sur une intervention qui s'est parfaitement bien passée, vous avez obtenu une hémétropie tout à fait satisfaisante. Le patient souhaite avoir une vision de près pour être sans lunettes, ni de loin ni de près. Bien évidemment, ça concerne relativement peu de patients, et peu de patients viennent nous voir pour ces indications, mais c'est quand même une demande qui commence à croître. Certains points sont essentiels, on a bien insisté là-dessus, le questionnaire des besoins visuels des patients, de leurs attentes, et la technique dépendra bien évidemment de l'acuité visuelle que vous avez obtenue après la chirurgie de la cataracte, de la tolérance neuroadaptative, est-ce que le patient supporte une bascule, est-ce qu'il a une bonne plasticité cérébrale, et également du bilan des aberrations sphériques actuelles et celles que vous allez induire par la chirurgie. Prudence, je crois que c'est le maître mot de cette soirée. Lorsque vous reprenez vos patients, il faut être extrêmement prudent et ne pas être délétère, ça reste bien évidemment l'objectif principal. Les principes, ça reste la monovision, bien évidemment, œil droit, œil de loin dominant, œil de près dominé. On peut le faire sur toutes les techniques de chirurgie réfractive ou, on l'a dit, la multifocalité qui permet, en vision simultanée, d'avoir une bonne vision de loin, intermédiaire et de près à l'heure actuelle. Quelles sont les approches? Vous avez opéré votre patient d'une chirurgie du cristallin, vous pouvez reprendre au niveau de la cornée par laser excimer, par laser femtoseconde ou par inlay. Ou également aborder l'approche intraoculaire pour rester à l'intérieur de l'œil et ne pas toucher la cornée, changer l'implant, pourquoi pas, ou mettre un implant en piggyback. L'approche cornéenne tout d'abord, le laser excimer a fait ses preuves. Il peut être proposé en cas d'amétropie résiduelle gênante après une implantation multifocale. Vous avez, Béatrice l'a bien détaillé, un patient qui a été opéré de manière tout à fait satisfaisante, mais le calcul de l'implant n'a pas été parfait et ces amétropies résiduelles sont extrêmement gênantes sur les implants multifocaux. Ça permet d'optimiser le résultat d'une implantation par ailleurs sans incident, bien évidemment, et d'augmenter la satisfaction des patients. Là aussi, on l'a vu, une étude très précise de la réfraction, et bien évidemment, vous ne reprendrez ces patients que si vous avez une acuité visuelle qui remonte de manière tout à fait satisfaisante avec une correction. Il faudra bien évidemment vérifier également l'absence de tilt ou de décentrement de l'implant qui peuvent, eux, être en cause d'une mauvaise récupération fonctionnelle. Le traitement est généralement plano, vous ne vous embêtez pas avec les aberrations optiques, mais comme on l'a vu dans certains cas, et à condition d'avoir des aberrations optiques qui sont superposées à la réfraction, vous pouvez, comme l'a dit Béatrice, faire un traitement personnalisé, mais c'est un petit peu plus risqué, il faut l'avouer. LASIK et PKR donnent des résultats tout à fait superposés. Les résultats sont identiques à des traitements de première intention, comme l'ont pu prouver certaines publications, et le délai va dépendre de la technique. 6 semaines pour une PKR, 6 mois après un LASIK pour ne pas risquer d'ouvrir l'incision. Par contre, lorsque l'implantation a été monofocale, sur une chirurgie LASIK de la presbytie peut être proposée. Vous avez un implant intraoculaire monofocal, le patient souhaite être corrigé de sa presbytie, vous pouvez lui proposer une approche presbylasique. Différents profils sont connus, on l'a vu avec déjà Pierre les a un petit peu détaillés. Donc vous avez un profil F4 Allegretto sur lequel vous allez modifier la sphéricité de la cornée pour la rendre hyper prolate sur l'œil dominé. Vous allez modifier le facteur Q en de 0,8 à -1 selon l'âge et la métropie résiduelle. En général, il faut l'avouer, ces patients sont le plus souvent hémétropes ou avec des très faibles amétropies. Le profil LBV sur le MEL 80 permet de procurer une photoablation personnalisée en profil asphérique non linéaire. Là aussi,
vous allez induire une petite micro-monovision, comme on appelle à l'heure actuelle, sur l'œil de près qui va augmenter la profondeur de champ d'une manière tout à fait satisfaisante. Le supracor permet une photoablation varifocale avec une zone de transition progressive entre la vision de loin et la vision de près. C'est une correction quasi symétrique sur les deux yeux. En fait, là aussi, il existe une micro-monovision. Ce presbylasique est une technique simple, précise, efficace. Vous programmez votre patient exactement de la même manière que si vous programmiez un LASIK de première intention. Ça permet bien évidemment aussi la correction d'une amétropie résiduelle, mais il faut faire attention à la qualité de vision chez ces patients qui ont déjà un implant intraoculaire à qui vous allez par-dessus toucher leur cornée. L'approche cornéenne par intracor, on l'a déjà vu, est également une possibilité. L'intracor, c'est la correction par le laser femtoseconde qui va réaliser 5 incisions stromales circulaires qui va permettre donc de corriger sur l'œil dominé là aussi et de corriger la presbytie en donnant une pseudo-accommodation, en donnant une profondeur de champ. Ce traitement ne s'applique que chez des patients parfaitement hémétropes ou ayant une très légère hypermétropie. Alors, Sinan Goker avait publié à l'ESCRS en 2010 une comparaison entre une implantation multifocale d'un côté ou une implantation monofocale avec un intracor de l'autre côté, et les résultats étaient plutôt en faveur des implants multifocaux, il faut l'avouer. Venons-en maintenant à l'approche cornéenne par inlay. Cette chirurgie a l'avantage d'être réversible. C'est une chirurgie cornéenne que vous allez associer, mais c'est une chirurgie cornéenne réversible. La correction de la presbytie par ces lenticules permet de compenser l'accommodation. Les nouveaux matériaux sont de plus en plus biocompatibles. Ces lenticules se placent, on l'a vu, en position intrastromale, sur l'œil dominé uniquement le plus souvent après découpe d'un volet épais, soit dans une poche intrastromale lorsque vous n'avez pas besoin de corriger une amétropie résiduelle associée. Différents principes, le CAMRA qui est basé sur le principe du snénopé, la création d'une néopupille de 1,6 mm de diamètre qui va augmenter la profondeur de champ pour contrer la perte de l'accommodation. L'implant Vue Plus, on l'a vu détaillé par Béatrice, qui est un lenticule réfractif transparent qui, par son épaisseur, modifie la courbure antérieure de la cornée, donc son pouvoir réfractif. Il possède un effet proche de l'intracor. Et enfin, le lenticule FlexiVue, qui est un lenticule qui est un concept de double partie réfractive, une partie centrale de 1,6 mm de diamètre qui est neutre sur le plan réfractif, et une partie circulaire périphérique qui, elle, est réfractive, avec une réfraction qui peut varier, donc de puissance variable. Si le patient, bien évidemment, a été opéré de son cristallin, vous allez mettre d'emblée un implant avec une partie réfractive à plus 3,50. La correction de la presbytie par lenticule intracornéen est une chirurgie unilatérale sur l'œil dominé. Ça suffit le plus souvent pour donner une autonomie loin près sans correction. Là aussi, bien évidemment, c'est un compromis. Ça peut être associé à une chirurgie LASIK en cas d'amétropie conjointe. Et il a, on l'a dit, l'avantage de la réversibilité. L'approche cornéenne, c'est une chirurgie qui est peu invasive, laser, intracor ou inlay. Ce sont des chirurgies peu invasives, c'est des chirurgies précises, efficaces, prédictibles. Les résultats sont le plus souvent superposés à une chirurgie de première intention, le plus souvent basés sur le principe de la monovision, on l'a vu. Le but étant bien évidemment de maintenir une vision de loin satisfaisante chez ces patients qui, a priori, sont venus pour vous voir avec une vision de loin qui était satisfaisante, et le but étant de restaurer une vision de près utile. Venons-en maintenant à l'approche intraoculaire, qui est peut-être la solution. Vous avez opéré vos patients d'un implant monofocal. Ils souhaitent avoir une vision de près. Vous pouvez éventuellement leur proposer une implantation multifocale en piggyback. Ça reste possible, même très à distance de l'implantation intraoculaire de la première chirurgie. C'est une chirurgie intraoculaire, donc vous n'ajoutez pas des aberrations optiques cornéennes. Il existe toujours un risque vitréen, surtout si la chirurgie dépasse la chirurgie première. L'implantation en piggyback d'une lentille multifocale est préférable, parce que là, vous n'avez absolument pas à toucher à votre premier implant, contrairement à ce qu'on a fait sur l'implantation multifocale. C'est un implant qui a été opéré d'un implant monofocal. Donc cette implantation en piggyback, avec une incision qui est de petite taille, mais qui reste quand même supérieure à celle qu'on fait maintenant pour nos phaco,
On réduit bien évidemment le risque lié aux manœuvres intraoculaires, puisque vous ne modifiez pas le plan postérieur, votre implant reste dans le sac, et vous ajoutez une lentille spécifique. Nous en avons à l'heure actuelle 3 sur le marché, et ces lentilles ont une face postérieure concave pour ne pas être au contact du premier implant, une longueur ortho qui est longue pour rester parfaitement implanté dans le sulcus sans avoir à tourner, avec des aptiques qui sont ondulées pour éviter la rotation, ou 4 oreilles pour rester parfaitement stable dans le sulcus. La méthode de calcul la plus simple de l'implant, on calcule la puissance en multipliant une erreur réfractive hypermétropique par 1,5 ou une erreur réfractive myopique par 1,3. Et l'implantation en piggyback se fait bien évidemment avec des lentilles multifocales que vous avez ici sur la diapositive. Donc l'approche intraoculaire, c'est une chirurgie plus invasive que l'approche cornéenne, qui reste prédictible, là aussi efficace et précise. L'avantage est de ne pas ajouter d'aberration cornéenne à une chirurgie intraoculaire. Elle présente également l'avantage de la réversibilité et peut-être est-ce la technique de choix. Bien évidemment, toutes ces chirurgies ont un surcoût qu'il faudra envisager avec le patient. En conclusion, monovision, multifocalité, chirurgie cornéenne ou intraoculaire, il existe des possibilités de corriger la presbytie chez des patients qui ont déjà été opérés de cataracte. Le choix dépend de la métropie résiduelle éventuellement associée, du bilan topographique cornéen, du bilan abérométrique bien évidemment, des habitudes du chirurgien, de la technologie qu'il a à sa disposition, du surcoût, on l'a vu, et du souhait du patient. Prudence est le maître mot. Dans le choix de l'indication et de la technique, attention à la qualité de vision, ne pas superposer les aberrations optiques induites. Je vous remercie. Merci à tous pour ces topos extrêmement complets et qui permettent de survoler la plupart des problèmes qui se posent dans notre pratique quotidienne. Je vous propose qu'on aborde les questions qui se bousculent de la part de tous les internautes qui assistent à la conférence, qui sont pour beaucoup des questions pratiques. Je vais commencer par la première, qui est spécifiquement liée aux implants Camera. Les internautes aimeraient savoir quelles sont vos expériences respectives de ces implants et quels résultats vous en avez observé, et surtout si vous avez également une expérience de retouche avec ce type de chirurgie par inlay intracornéen et avec ce type d'inlay. Moi, l'implant Camera, je n'en ai pas d'expérience personnelle. Alors, je sais pourquoi je ne l'ai pas, pour l'instant, utilisé, comparé par exemple à l'expérience du Plus qu'on a mentionné. Alors, dans ce chapitre en particulier du retraitement, je pense que les questions cruciales qu'il pose sont les questions de centrage. C'est un implant qui est très demandeur du centrage, qui consiste à ce faux diaphragme. Vous avez vu cette espèce de pupille qui permet de transformer l'œil en cette espèce de trou sténopéique qui permet de favoriser la vision de près. Donc c'est un implant qui conceptuellement, moi, me posait au départ des problèmes de biomatériaux. Maintenant, la perméabilité est augmentée par le nombre de trous majorés sur cet implant. De centrage, c'est tellement réel qu'actuellement cet implant est associé à un système plateforme d'imagerie qui aide à ce centrage. Donc actuellement, c'est un implant, je pense, qui, dans ce décor du chapitre aujourd'hui ouvert du retraitement, poserait le problème de son implantation. On sait que la maison qui le fabrique est en train de travailler une poche plus en surface. C'est un implant qui jusqu'à présent se mettait à 200 microns. Alors 200 microns sur une cornée qui a déjà été consommée préalablement par un traitement, c'est un vrai problème. Et puis conceptuellement, je pense en revanche qu'en matière d'aberration, il est peu inducteur d'aberration induite, mais le centrage pour moi reste la question clé. Je pense Cathy, tu as aussi des commentaires sur cet implant que tu as approché. Oui, c'est toujours, enfin, quels que soient les inlays d'ailleurs, hein, les inlays nécessitent un sortage absolument parfait. Là aussi, avec un orifice central qui est extrêmement petit. Effectivement, il y a un système, il y a des outils qui nous permettent de centrer ces traitements. Personnellement, je n'en ai pas l'expérience après la chirurgie intraoculaire, mais ça peut être une chirurgie qui a l'avantage, je l'ai dit, de la réversibilité. Donc on prend assez peu de risques à placer ces inlays après une chirurgie intraoculaire éventuellement ou une autre technique. Pour rebondir sur les inlays, on a compris qu'il y a deux autres concepts. Alors, le concept du bifocal, le presbia qui a été donc évoqué par Cathy tout à l'heure, lui, son problème, c'est qu'en lui-même, c'est un bifocal.
Donc bifocal dans un décor parfois de chirurgie cornéenne qui a été préalablement réalisé, c'est un problème. En revanche, son intérêt à lui, c'est d'être complètement implantable par une poche. Le système a été bien déployé. Quant au Vue Plus qu'on a mentionné, lui, intrinsèquement à son concept, puisque c'est un îlot d'aspéricité, il est moins sensible que les deux précédents à la dimension du centrage parfait, puisqu'il ne modifie pas théoriquement l'indice réfractif de cette coronée, il va juste modifier par l'aspéricité potentiellement la profondeur de champ. Toutes les approches sont timides avec les inlays, il faut le souligner. C'est une approche timide, et alors dans la dimension du combino-lasique, même si théoriquement ils ont tous la capacité, les études restent encore tout à fait préliminaires en la matière. Alors une autre question, qu'on change complètement de sujet, plus une question de statistique. Deux questions d'ailleurs, puisque l'une est liée à l'autre. La première, c'est de vous demander à chacun, dans votre pratique, quelle est la fréquence de retouches que vous avez sur vos propres patients. Et puis la seconde question, qui est un peu le corollaire ou le négatif de celle-là, c'est de vous demander quelles peuvent être les conséquences médico-légales de la reprise d'un patient qui n'a pas été opéré par vos propres mains, et comment les choses peuvent se passer si ça ne se passe pas bien, justement. Bien, alors, en ce qui me concerne, j'ai un taux de retouche qui, selon les années, les lasers qu'on utilise, est entre 1 et 2%, ça ne dépasse jamais 2%, c'est plus souvent proche de 1%. En ce qui concerne le problème médico-légal, c'est extrêmement difficile effectivement de reprendre un patient qui était opéré par un confrère. Donc c'est toujours un sujet extrêmement délicat. C'est toujours le dernier qui touche, à mon avis, qui est responsable en cas de complication. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Je ne sais pas si vous partagerez mon avis, mais je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous fendent le cœur, pour lesquels on essaie vraiment de leur rendre un service, surtout quand il y a eu un résultat qui a régressé de façon importante, qui sont très gênés, qui sont intolérants aux lentilles. Mais je pense qu'il faut vraiment les prévenir et prévenir des risques de complications. Et il faut vraiment qu'il y ait une très bonne relation au préalable. En tout cas, je ne me lancerai jamais dans une telle aventure si je n'ai pas une bonne relation avec le patient et si les choses ne sont pas exposées, écrites avec le médecin généraliste prévenu par courrier, etc. Je crois que l'information reste là essentielle, encore plus que pour une première chirurgie, où elle l'est déjà de manière très importante. Je crois que c'est capital, effectivement, d'informer le patient. Je crois que personne n'aime reprendre les patients opérés par le copain, parce que c'est toujours des cas délicats. Je crois qu'effectivement, il faut que les choses soient bien claires. Il faut bien préciser aux patients qu'une reprise, surtout si elle est à la distance, faire une reprise sur une sous-correction quelques semaines après un premier LASIK, ça pose aucun problème. Par contre, commencer à rattraper des chirurgies qui ont eu lieu il y a très longtemps, avec des techniques différentes, kératotomie radiaire, des astigmatismes qui ont été induits, des hypermétropies secondaires, etc. C'est des chirurgies qui sont extrêmement délicates et je crois qu'il faut vraiment prévenir les patients, comprendre des risques et effectivement peser les avantages et les inconvénients qu'on aura à reprendre. Bénéfice-risque, faire le ratio bénéfice-risque. Je pense qu'on a quand même beaucoup de chance de souligner, comme l'a fait Pierre, le fait que ce taux de retraitement est par chance de plus en plus petit. En matière de coordonnées, je pense que les plateformes de laser actuellement ont fait quasiment disparaître de nos listes la case retraitement qu'on ouvrait autrefois, que l'avènement des implants toriques a éliminé l'essentiel des retraitements de nos multifocaux parce que c'était le dernier volet à ouvrir, corriger le torique de manière plus prédictible. Et donc finalement, on se rend compte que ce qui va nous rester, c'est les complications de la cornée altérée, c'est l'ectasie secondaire, on en a la cornéoplastie. Là, on est dans une dimension qui s'élève vraiment de l'aspect thérapeutique, je pense, des cornées. Quant à ce qui va nous arriver demain, ce sera gérer la presbytie des opérés. Est-ce que ça relève du retraitement? Si on l'intitule sous cette forme, je pense qu'on aura un vrai problème de présentation du coût et du concept à associer. Donc, on a d'être complètement prédictible pour le présenter comme l'accompagnement de
traiter maintenant le dernier volet de l'évolution de la vision, qui est la presbytie, et ce sera notre seule manière, à mon avis, de pouvoir ainsi accompagner le patient sur son aventure visuelle, mais il faudra qu'on soit très très bon dans le domaine de la prédictibilité pour les résultats apportés, puisque c'est qu'un patient qui paye, eh bien paye pour un résultat et quelque part pour une garantie qui est associée. Alors moi, j'ouvre la parenthèse pour dire que moi j'ai la chance de représenter pour l'instant encore le service public qui a la capacité quand même encore, je le dis avec sourire parce qu'on ne sait pas de quoi demain nous préparera la manière de gérer ces patients-là, mais on a encore la capacité de ranger dans le thérapeutique tous ces patients qui ont été vraiment abîmés dans le passé par des chirurgies qui n'étaient pas aussi bonnes qu'elles ne le sont maintenant. Alors on change de sujet avec un problème que tu as abordé, Cathy, pour lequel on demande une précision technique, qui est celui du piggyback. La question étant de savoir si on peut, et si oui, avec quelle précaution, faire un piggyback sur un œil qui a déjà eu sa capsulotomie au laser. Et l'autre question que tu avais déjà abordée, qui est celle du calcul de l'implant en piggyback, et en particulier de quelle façon le YOLMaster peut nous aider pour ça. Alors, en fait, le YOLMaster n'aide pas, c'est la réfraction qui aide. Hein. Le calcul se fait sur la réfraction, résiduelle, bien évidemment. Si vous avez une émétrie parfaite, vous mettez simplement un implant piggyback multifocal. Et la première question, c'était celle du après YAG. Ah oui, alors s'il y a, mettre un implant piggyback après une capsulotomie au YAG est tout à fait envisageable, bien évidemment. Il faut faire des manipulations un petit peu plus prudentes pour ne pas entraîner une chute de l'implant qui est dans le sac, dans le vitré. Simplement, c'est tout à fait réalisable, avec plus de précautions simplement. D'autant plus de précautions qu'il s'agit souvent des implants à qui on demande d'être toriques. Alors quand on met un implant torique en piggyback avec une capsule ouverte derrière, il faut quand même être très prudent. Surtout qu'il faut quand même ajouter que dans ce domaine-là, alors là pour le coup, ces implants sont très chers. Et la prédictibilité actuelle est encore discutable. C'est-à-dire que je pense qu'il serait prétentieux de garantir comme une baguette magique à tous nos patients porteurs de monofocaux la capacité qu'on aurait de dire on vous met cet implant et on va enlever tout ce qui reste, incluant la presbytie. Je pense que c'est un petit peu difficile dans l'état actuel, en tous les cas moi de mon expérience, de le garantir. En revanche, ces implants, dans ce domaine du retraitement pour moi, constituent une option de grand intérêt sur les cataractes par exemple traumatiques du sujet jeune, unilatérales. Vous les avez gérées en monofocal, vous ne pouvez plus les reprendre en multifocal. Le sac n'était peut-être pas aussi intègre qu'on le souhaitait pour pouvoir mettre un multifocal, c'est une option d'intérêt, de la même façon qu'il m'est arrivé d'en mettre également dans le domaine de la cataracte de l'enfant. Cataracte unilatérale, avec des réhabilitations dans le cheminement de la rééducation pour l'amblyopie qui sont de grand intérêt. J'espère que Laurence nous regarde, parce que si elle saute en l'air, je serai prête à échanger en confidentialité avec elle plus tard. Ce sont des domaines, à mon avis, des niches d'indication qui sont de grand intérêt pour ces implants sophistiqués. Elle nous regarde, j'ai des preuves. Pierre ? Non, juste pour dire que le calcul de la puissance de l'implant d'un implant piggyback se fait en ligne sur Internet et des calculateurs où il faut simplement avoir des renseignements donnés par YOLMaster, comme la profondeur de champ dentaire éventuellement, la kératométrie, la réfraction. Mais il y a quelques années, on avait des formules en cas d'hypermétropie, il fallait multiplier par, je ne sais plus, 1,5, en myopie par 1,3 si je m'en souviens bien. Et aujourd'hui, les calculateurs en ligne nous permettent d'avoir la puissance de l'implant, d'autant plus qu'ils sont souvent toriques. Donc, Petite parenthèse, il faut savoir qu'un modèle est diffractif, l'autre est réfractif. C'est une petite nuance à apporter, et que pour le coup, c'est peut-être le modèle réfractif qui est le moins nuisible en termes de qualité de vision pour le retentissement que vous pouvez en attendre. Donc voilà, d'autant plus que le réfractif, c'est celui qui se plie bien en fait par la porte la plus petite, parce que là aussi c'est un autre problème. Par quoi passe-t-il? Eh bien, plus petit est la porte et moins on est quand même, on est moins inducteur. La plus petite porte pour l'instant, c'est quand même 2,8 mm pour placer. Alors le dernier passerait, donc le dernier add-on d'Opticom passerait par une incision un tout petit peu plus petite. J'en ai pas l'expérience. Il permettrait d'avoir une incision de plus petite taille. Mais c'est effectivement un petit peu le souci de ces incisions. Surtout que cet add-on pose le problème quand on rétrécit la porte d'altérer ses anses. Et aussi que le centrage de ces implants, pour le coup, est quand même important. Alors on change de sujet, on passe maintenant à une question qui concerne plus particulièrement le presbylasik par un internaute de Perpignan.
La question étant, on a abordé la question du traitement de la presbytie après un traitement réfractif cornéen, mais lorsqu'on fait des presbylaziques aujourd'hui, on sait parfaitement que en utilisant les techniques de la bascule, on va induire une monovision ou une micro-monovision et que cette micro-monovision ne va pas forcément être efficace indéfiniment. Donc, comment évaluer le risque de retraitement? Comment communiquer sur ce risque de retraitement avec les patients qu'on opère? Et quelle est en pratique la fréquence de ces retraitements pour réaugmenter la capacité pseudo-accommodative des patients opérés? Je pense bouscule pas pour répondre parce que bien sûr c'est une grande question de dire tiens on va opérer aujourd'hui à l'orage une presbytie qui potentiellement va évoluer. Alors c'est vrai que quand on met un implant multifocal on se dit on a donné un cran d'arrêt et on lui donne d'emblée le +3 compensé, +3 mois, hop on rétablit la balance pour toujours. Moi personnellement, puisque je pense qu'il n'y a pas de réponse consensuelle en la matière, quand on a affaire à ce petit hypermétrope entre 45 et 55 ans. Je vais jouer sur la sphéricité avec cette micromonovision comme tu l'évoquais, sachant que la monovision pour le coup pour la myopie, pour moi il n'y a pas photo, c'est ce qui reste l'option de choix. Et donc entre ces 45 et 55 ans, plus volontiers chez l'hypermétrope, je vais jouer sur cette aspéricité pour être sûr d'avoir moins de mal à calculer l'implant multifocal qu'on lui mettra plus tard. Maintenant, il y a un point fort qui a été souligné par Pierre tout à l'heure. Quand on joue sur la sphéricité, on est inducteur d'aberration sphérique et on va mettre des implants multifocaux qui seront asphériques eux-mêmes. Donc il va falloir que demain, pour ces patients qui auront été gérés par presbylasique, on nous redonne un multifocal non asphérique, aberration sphérique négative, qui sera sphérique ou au moins aberration free, dans la mesure où on voudra rajouter une petite dose à une cornée qui aura déjà été, elle, pourvoyeuse de ce que la nature a fait à l'envers, c'est-à-dire apportant des aberrations sphériques. Donc, je pense que pour ces patients aujourd'hui que l'on traite en presbylasique, il va falloir que demain, l'industrie s'ajuste pour nous fournir les multifocaux qu'on attend, c'est-à-dire ceux qui accompagneront la dernière étape. Donc, l'avenir, en gros, ce sera d'avoir sûrement quelque chose qui sera un miroir de la cornée pour pouvoir produire en intraoculaire ce que l'on devra apporter de complément de correction. Mais je pense que actuellement, de 45 à 55 ans, en jouant simplement sur la sphéricité, on rend moins délétère le calcul de demain et en tous les cas, on est moins mauvais à la qualité de la vision pour pouvoir compléter ce qui sera demain obligatoirement apporté, c'est-à-dire la fin de l'histoire de la presbytie qui n'aura été que partiellement corrigée par le presbylasique. Voilà mon opinion personnelle et convaincue sur l'affaire. Non, c'est sûr qu'il faut penser effectivement qu'un jour on sera obligé d'opérer ces patients de cataracte, donc il faut pouvoir calculer les implants de manière le plus efficace possible, mais on fait confiance à la technologie pour nous aider de plus en plus à faire ça. Ceci dit, l'approche en fonction de l'âge et de l'évolution que ça aura, je crois qu'il est bien évident qu'il faut prévenir les patients là aussi que la presbytie est quelque chose d'évolutif. Donc en fonction de l'âge auquel on les opère, on n'agira peut-être pas de la même manière, mais on a un taux de retouche, je dirais moi personnellement, qui est plus important sur l'œil dominant que sur l'œil dominé. Parce que je crois que c'était un petit peu ça aussi la question, c'est-à-dire qu'un patient à qui on fait à qui on induit une aberration sphérique sur l'œil dominé, s'il n'est pas parfaitement hémétrope sur l'œil dominant, il sera très gêné. Et là, même à moins 0,25, enfin moins 0,25 j'exagère un petit peu, mais à moins 0,50, souvent on les reprend parce qu'effectivement ils sont un tout petit peu gênés en vision de loin et qu'ils sont très demandeurs d'être améliorés, surtout s'ils étaient quasiment hémétropes. Deux petites remarques. Je crois qu'effectivement que le presbylasique, c'est une solution de compromis. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire aux patients. On ne recherche pas forcément la perfection. On recherche une facilité dans la vie de tous les jours. Vouloir forcément avoir P2 à 48 ans et à 65 ans, c'est peut-être un petit peu illusoire. Le deuxième commentaire, c'est que aujourd'hui, avec les techniques du presbylasique qu'on a, on peut penser raisonnablement que plus tard, quand on opérera ces gens de cataracte, on pourra éventuellement leur mettre un monofocal et garder la sphéricité plus la bascule. Ça sera probablement suffisant pour une vie confortable. Ce sera sûrement insuffisant pour ce qu'ils voudront avoir. Ça sera moins bien qu'un implant multifocal mis de première intention à l'âge de la cataracte. Mais rajouter une multifocalité intraoculaire à une multifocalité cornéenne... Il ne faut absolument pas de multifocalité cornéenne. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile.
à envisager plus tard. Donc il faut se méfier, et comme l'a dit Béatrice, il faut se méfier dans le choix des profils d'ablation qu'on utilise chez nos patients jeunes en matière de presbytie, parce que la vraie multifocalité est certainement délétère pour l'avenir du patient quand il sera opéré de sa cataracte. Je pense que la vraie multifocalité est délétère pour tout le monde. C'est un bon combo, mais je pense que les profils qui l'emportent en presbyasique actuellement, c'est les profils aux modulations d'aspéricité pour toutes les raisons de qualité de vision et de gestion du futur. Le presbyasique, c'est le même compromis que les inlays, que l'intracorps et le supracorps. Il y a toujours cette notion de on privilégie le dominant, le dominé. Donc on est quand même dans ce compromis qui s'affiche de manière officielle. Et ce qui nous pose problème actuellement, en tous les cas dans l'approche patient, c'est que la barre est haute pour les patients. Et dans les inlays actuellement, par exemple, qui constituent le même cible que ce presbyasique que l'on évoquait, eh bien quand vous affirmez un jeune hypermétrope, un petit hypermétrope ou un hémétrope, qu'on va donner dans le compromis, c'est faux. Il veut tout, en fait. Il veut tout. Et moi, je donne le témoignage d'un patient qui a été enrôlé dans l'essai des inlays et qui a actuellement la capacité de lire 8/10 de loin le Parino 2. Le fait qu'il ne gère pas sous toutes les lumières son iPhone l'a rangé dans les mécontents. Or, le compromis obtenu était bien celui qu'on visait et qu'on lui avait fait signer sur papier, mais son bonheur à lui, finalement, en dépit des attentes qu'il était prêt à engager, n'ont pas correspondu à son désir de jeunesse complète restaurée. Donc, non seulement c'est dur de définir les attentes, mais le contrat de manière tacite on engage avec eux fait que leur définition du bonheur en secondaire n'est pas facile à déterminer. Et la presbytie, on est en plein dedans, la barre du bonheur est plus haute que dans bon nombre d'autres domaines de vraies amétropies. C'est un problème lié à l'iPhone ou à l'inlay? Je pense que je lui ai demandé d'acheter un iPad, mais bon, là, on est dans un autre registre. Tu me diras. Alors on change encore de registre avec une question d'un internaute parisien. On a depuis quelque temps une nouvelle technique chirurgicale de correction de la myopie, qui est la technique au laser femtoseconde uniquement, avec le laser Visumax. La question est de savoir quelle est la fréquence des retouches après ce type de traitement, et surtout quelle est la technique lorsque le traitement initial a été fait non pas en Rolex avec un large volet, mais en smile avec une toute petite incision. Alors, par bonheur, la fréquence des retouches, elle est quasiment nulle. Enfin, pour le moment, je n'ai pas une expérience de 20 ans, mais la précision de ce laser est assez impressionnante, ce qui fait que, pour le moment, les patients traités ont la métropie visée. Alors, champ d'indication à l'heure actuelle, le champ d'indication, c'est le myope, astigmate éventuellement, avec des astigmatismes qui peuvent être relativement importants. C'est vrai que plus le lenticule, plus la myopie est importante, plus le lenticule sera épais, donc plus c'est facile à disséquer. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, tous les myopes, moi personnellement, je le réserve aux myopes au-dessus de 4 dioptries, mais je pense que je vais descendre, avec un astigmatisme qui n'est pas majeur. Qui reste dans les 3 dioptries, je fais cette chirurgie avec un grand bonheur. Le problème reste cependant tout à fait réel, c'est une très bonne question, c'est-à-dire que si le patient avait besoin d'être repris, à l'heure actuelle, la firme ne propose pas ce qu'il faudrait, c'est-à-dire un side cut pour refaire un flap. Mais c'est en voie de recherche et ça sera je l'espère, rapidement mis à disposition. Alors, en cas de traitement, puisque il m'est arrivé cependant d'avoir à faire une reprise, puisque l'incision n'avait pas pu avoir lieu, donc j'avais un lenticule, mais je ne pouvais pas y accéder puisque l'incision n'avait pas été découpée parce qu'il y avait un petit repli conjonctival. J'ai donc fait une PKR dessus sans aucun problème. Donc à l'heure actuelle, chez des patients qui auraient une sous-correction, éventuelle ou une surcorrection, le traitement idéal, c'est la PKR, en attendant qu'on puisse effectivement soulever le volet. Alors, une question plus technique, qui est de savoir, technique et statistique, qui est de savoir s'il y a un délai au-delà duquel on peut considérer qu'il y a un risque accru d'invasion épithéliale lorsqu'on reprend un LASIK par soulèvement du volet initial. Est-ce qu'au bout de 2, 3, 4 ans, on peut se dire que le risque est réellement majoré par rapport à une reprise précoce? Plus on attend, plus on a de risques.
Donc comme ça, c'est clair. Alors c'est vrai que dans l'année, ça pose aucun problème. Le risque d'invasion épithéliale, il existe. On a souvent 2-3 cellules qui peuvent effectivement arriver. Moi, j'entends le risque d'invasion épithéliale relativement important, bien évidemment, comme on en a malheureusement certains. Plus on attend, plus on en a. Je pense que la mitomycine pouvait, puisqu'on n'en a plus malheureusement, pouvait être effectivement intéressant dans ces cas-là. Et il faut faire extrêmement attention au moment où on découpe l'épithélium. Et la technique qu'a décrit Pierre, effectivement, de faire un side cut à l'intérieur avec une profondeur supérieure, ça semble être vraiment la technologie de choix. Le seul problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on avait le plus souvent avec des microkératomes, parce que c'est souvent des patients, voilà, on avait des découpes qui étaient relativement petites et le risque c'est de se retrouver non plus avec un millefeuille mais avec les anneaux olympiques. Donc il faut faire effectivement très, très attention, mais c'est très astucieux et c'est très intéressant comme reprise. Mais c'est vrai qu'au-delà du délai, c'est surtout la manière d'aborder, de respecter l'épithélium qui joue un rôle. Et c'est évident il faut vraiment éviter le champ de la bourre, c'est-à-dire si on débride et qu'on essaie absolument de retrouver le temps de clivage et qu'on arrache au passage quelques cellules épithéliales, quel que soit le délai auquel on se place par rapport au geste initial, le danger est vraiment majoré. Et c'est la surface oculaire qui conditionne les invasions en fait. Je pense que le risque d'invasion épithéliale est un petit peu moins important après femtoseconde qu'après découpe mécanique. Ceci dit, il faut quand même connaître l'angulation initiale, parce que quand on ne connaît pas l'angulation initiale, on peut avoir des mauvaises surprises et vraiment chercher dans un plan qui n'est pas forcément le bon plan. Donc le problème de l'angulation est important à mettre sur les comptes rendus opératoires, parce que je pense que ça peut conditionner la facilité de reprise. Alors, le soulèvement d'un femto est de règle plus dur qu'un soulèvement mécanique. Il faut ajouter que ce sont des capots fins et qu'il est facile de faire des volets épithéliaux lors d'une tentative de reclivage. Alors, on avait une autre question sur un problème que tu viens d'aborder, Cathy, qui est celui de la mitomycine. Est-il exact que la mitomycine ne va plus être disponible ailleurs que dans les centres hospitaliers? À l'heure actuelle, c'est exact. Donc on va avoir de réels problèmes de distribution effectivement dans nos centres, puisqu'il faut une pharmacie pour pouvoir avoir de la mitomycine à l'heure actuelle. Donc à moins de s'associer avec un hôpital ou un pharmacien, ça va être très délicat d'avoir la mitomycine qui nous rendait malheureusement bien des services. Alors, il paraît que c'est lié probablement à un problème de rupture de stock et qu'il n'est pas impossible qu'elle puisse réapparaître secondairement en officine, sachant qu'elle est quand même son AMM est quand même limitée au cancer de la vessie. Donc on ne sait pas ce que ça va devenir. Mais pour l'instant, pour l'avoir essayé plusieurs fois et au préalable, j'arrivais à me fournir en ville chez les pharmaciens, ça n'est plus possible actuellement. Très bien. Alors, deux questions qui sont en rapport avec les implants multifocaux, qui sont d'une part de vous interroger chacun de vous sur, dans votre pratique, la fréquence d'utilisation des multifocaux par rapport à l'ensemble des chirurgies de cataracte. Et la seconde qui est de vous demander, bien entendu, les multifocaux ont beaucoup évolué, ont beaucoup progressé. On n'est plus dans la première génération avec des résultats médiocres et une tolérance tout aussi mauvaise. La question est aussi de vous demander quelle est la fréquence de ces terribles intolérances totales aux multifocaux qui font que malgré une réfraction parfaite, malgré un œil parfait, malgré une capsule claire ou déjà ouverte, eh bien, le patient ne supporte pas la multifocalité. Que peut-on faire et surtout est-ce que c'est un problème qu'on rencontre encore souvent, peu souvent ou avec quelle fréquence en tout cas? Alors, en ce qui concerne l'intolérance aux implants multifocaux, j'avoue qu'avec les principes optiques aujourd'hui, si on a pris le soin d'évaluer correctement son patient, d'éliminer les contre-indications, vous les connaissez toutes, et si on a surtout, je dirais, prévenu le patient des effets secondaires, entre guillemets, indésirables qui peuvent survenir, je n'ai pas à ma connaissance d'explantation que j'ai réalisée personnellement sur les patients que j'avais implantés, et je n'ai aucun problème de ce type. Je dois dire que finalement les grandes intolérances aux implants multifocaux sont surtout liées à des amétropies sphéro-cylindriques résiduelles qui n'ont pas été traitées, soit parce que le praticien n'avait pas envie ou ne les avait pas détectées ou par insuffisance de moyens techniques à sa disposition. Mais aujourd'hui, quand on a un patient amétrope,
en dehors du fait qu'il peut avoir des halos la nuit qui sont gênants dans seulement 1 ou 2% des cas au bout d'un an, et des phénomènes éventuellement de difficultés à la lecture en milieu peu éclairé, j'avoue qu'on n'a pas en tout cas moi je n'ai pas d'insatisfaction notable. Je suis tout à fait d'accord avec les dernières optiques. Je dirais qu'il y a deux écueils, c'est la métropie résiduelle et la surface oculaire. La sécheresse étant effectivement parfois un problème à rechercher, ça peut être effectivement une source d'intolérance. Je crois que l'information, là encore, est absolument essentielle. Et c'est vrai que les dernières optiques sont tout à fait remarquables et en tout cas sont tout à fait sûrs. Je dirais qu'on a maintenant très très peu de patients, si on les a informés qu'ils ont des halos, qu'on ne leur donnera pas une vision absolument parfaite, qu'on peut avoir éventuellement besoin d'une petite correction d'appoint, qui vont s'habituer progressivement, etc. Je pense qu'on retire plus d'implants multifocaux maintenant, enfin personnellement, avec effectivement une implantation premium, je dirais, qui est quasiment à 50% à l'heure actuelle des demandes. Alors, moi, c'est pareil, je représente aussi le même monde de la réfractive. On sait que ces implants ne restent pas plus de 7% dans l'implantation globale, alors que si on nous interroge tous les trois, c'est plus de la moitié du volume de nos cataractes. Ce qui veut dire que quand on a approché ces implants, quand on en a compris les règles de la sélection de l'information, comme Cathy l'a dit, on va leur expliquer que la nuit ce sera moins confortable et surtout qu'il y aura une dépendance à la lumière, qu'il faut une bonne lumière pour optimiser les performances. Non seulement les patients sont complètement dans la dimension de satisfaction, mais en ce qui me concerne, je les propose spontanément à des chirurgies de cataracte lorsque les critères oculaires anatomiques sont respectés. Il faut absolument complètement partager, Cathy, cette opinion de la surface oculaire. Plus on est âgé, en plus on a une surface altérée. Il faut surtout vérifier la binocularité, est-ce que les gens bossent bien avec leurs deux yeux en même temps. Et c'est vrai que grâce à toute cette gamme des nouveaux diffractifs, on a le droit de dire que ce sont les diffractifs aujourd'hui qui l'emportent dans les dessins performants, eh bien on ne retire plus d'implants. Non seulement on ne retire plus, mais les gens sont contents. Et ça, il faut quand même le souligner, parce que je pense qu'actuellement, s'il n'y a que 7%, c'est pas parce qu'il y a des mécontents, c'est parce qu'il y a peu d'ophtalmos qui ont suffisamment d'informations, d'audace pour aller dans cette direction, parce que le temps aussi s'ajoute. Ça fait partie de ces patients auxquels ils font parler. Et parler à une cataracte, c'est pas forcément dans ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à présent. Mais de la même façon qu'on leur parle de la toricité aujourd'hui, on peut également leur parler de prétention supérieure à la correction de l'astigmatisme. Juste encore une petite remarque, je trouve qu'il y a une chose qui est importante, c'est de, comme le dit Béatrice, c'est de discuter avec ses patients, parce que je pense qu'on ne met pas n'importe quel implant multifocal sur n'importe quel patient. Les gens ont des habitudes de vie, des habitudes de vision, et les implants multifocaux ne nous donnent pas tous aujourd'hui les mêmes résultats. On a les trifocaux qui donnent des très bons résultats à toute distance, mais qui ne sont pas forcément idéaux. Par exemple, je donne un exemple pratique. Le myope de -3, -4 qui a l'habitude de lire sans lunettes, si vous lui mettez un implant multifocal à addition +3 ou un implant trifocal, sera déçu. Donc c'est quelqu'un à qui il va falloir mettre un implant avec une addition de +3,75 ou +4, parce qu'il a l'habitude d'une vision de près, de bonne qualité et rapprochée. Donc il faut discuter avec ces patients, il faut connaître leurs habitudes de vie, leur métier, leur hobby, etc. Et je pense qu'il faut customiser, personnaliser l'implant qu'on va mettre. Au-delà, il faut même leur expliquer ce que signifient les distances de lecture, parce que pour beaucoup d'individus, lire un tableau de bord ou lire son livre au chevet le soir, c'est la même distance. Donc il faut vraiment avoir tout un parcours quasiment de rééducation. De la même façon que le grand hypermétrope a une qualité de vision évidemment catastrophique et que lui aussi n'est pas un bon candidat. Donc la métropie associée, la surface oculaire, la vision binoculaire, voilà des tas de paramètres qu'il faut intégrer en plus de je discutaille avec le patient. C'est sûrement pourquoi c'est consommateur, mais ça paye. Merci pour ces réponses. Peut-être une avant-dernière question avant de conclure, très technique, qui est jusqu'à quand peut-on évaluer l'épaisseur d'un capot post-lasique en OCT? Si on a un capot bien fortement découpé, c'est-à-dire l'interface dépend d'un individu à l'autre, et si on a un bon OCT, je pense que dans l'année qui vient, et peut-être dans les 3 premières années avec les OCT de dernière génération, sinon avec un OCT conventionnel, très souvent on est déçu, dès le 6e mois, on ne peut plus le repérer, à l'heure où c'est la discussion du retraitement. On arrive quand même, enfin,
C'est vrai que je les envoyais, et puis bon, maintenant on a un OCT ici, mais on arrive quand même à déceler par endroit une petite fibrose qui nous permet de supposer que le volet est là, mais c'est vrai que c'est pas toujours très facile. Mais là aussi, les derniers OCT dont on a vu quelques images récemment vont nous permettre, à mon avis, de faire des prouesses dans ce domaine-là et de mesurer l'épaisseur de manière plus précise. En fait, le rêve, si on y songe, ce serait que le patient ait pour lui sa petite carte avec les paramètres de kératométrie, d'amétropie initiale, d'angulation du capot et de profondeur, pour que, telle une carte de visite, il puisse circuler sur l'ensemble du monde du réfractif et aller jusqu'à la cataracte sans problème. Oui. Mais ceci dit, ça va se simplifier parce que le femtoseconde, pratiquement tout le monde découpe entre 90, 100, 110. Et le mécanique, de toute façon, ça ne sert à rien d'avoir une carte, puisque de toute façon, ils découpaient comme ils avaient envie de découper, en fonction de la vitesse de rotation, de la kératométrie, du blanc à blanc. Et finalement, on ne savait pas, avec une épaisseur prédictible de 160 microns, on pouvait être à 200 microns comme à 110 microns. Donc en fait, pas besoin d'OCT. Donc en fait, l'OCT ne sert à rien. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on va pouvoir penser à conclure cette webconférence. Si vous avez un mot de conclusion à apporter, c'est le moment. Nous remercions en tout cas les conférenciers qui ont présenté leurs travaux, les internautes qui nous ont accompagnés jusqu'à cette heure tardive, le laboratoire Baucher-Lomb qui nous a permis d'organiser cette conférence. Et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine webconférence et puis surtout avant, au prochain congrès annuel de la Saphir, les 11 et 12 mai prochains. Merci à tous. Merci à tous. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée.